Ce qui m'amène à Chefferie Bafan aujourd'hui, c'est une préoccupation de Sa Majesté le roi de Bafan. Dans notre entrée, dans nos causeries, il m'avait évoqué le problème, le fait qu'il a beaucoup de messages à passer, mais il ne sait comment faire. Alors je me suis dit, il faudrait que j'organise un entretien avec Sa Majesté le roi Kamganganji René. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Ok, merci. Merci Majesté Kamganganji René, deuxième roi de Bafan, pour cet entretien que vous m'accordez ce matin. Sur le plan scolaire universitaire, où avez-vous fait vos études primaires? Où se sont déroulées vos études secondaires? Et où avez-vous fait vos études universitaires, Majesté? Donc, je vous remercie de votre présence ici ce matin. Pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que j'ai fait l'école primaire à Ebolova, plus précisément à Nkovos, où j'ai obtenu le PEPE. Après Ebolova, j'ai continué à Ebolova jusqu'en classe de troisième. Je suis allé reprendre la classe de troisième à Ndoué, en Konsamba. Et c'est à Konsamba que j'ai eu le BEPC. Après le BEPC, j'ai continué au collège Saint-Laurent de Bafou. Puis au lycée de Classy de Bafoussam. Et c'est au lycée Classy de Bafoussam que j'ai eu le probatoire D. En réalité, je me suis arrêté un moment à ce niveau. Je suis allé dans la vie active. Quelque temps après, j'ai senti que j'avais quelques lacunes dans la vie sociale. Et je me suis donc inscrit à l'université de Caen pour obtenir en fin de parcours la capacité en droit. Et comment en obtenant la capacité en droit, j'avais au-delà de 13 de moyenne,
on m'a conseillé que je pouvais m'inscrire immédiatement à l'université. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai finalement abandonné ayant obtenu le Master 1 en droit. Quand il vous cherche, Oui, les responsabilités que j'avais ici. Parce qu'en même temps, j'étais au travail, j'étais à la mairie, j'étais ceci, mais je faisais ça conjointement. Majesté, sur le plan sportif, quels sont vos sports préférés? Est-il vrai que votre père était un grand sportif? Quel rôle avez-vous joué dans le flambeau de l'Ouest du sport du Hong Kong? Non, sur le plan purement sportif, vous dites que mon père était un grand sportif. On a dit qu'il a joué dans l'Aigle de Tchang. Et je le confirme pour avoir vu sa licence. Je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai vu sa licence de football. Je l'ai encore dans l'Aigle de Tchang. En ce qui me concerne, bon, moi j'ai toujours été footballeur, même au collège Saint-Laurent de Bafou. Tous mes amis me connaissent comme un ailier palpitant. Mais en dehors de moi-même, Un ailier palpitant. J'étais trésorier de l'Unisport Football Club et j'étais aussi président de l'IAL de Babou Tchengale. Oui. C'est le poste que j'ai occupé dans le temps. Enfin, j'ai été trésorier sous feu Ngayanou. J'ai été trésorier sous feu Ngassa Philippe. J'étais président. Maintenant, sur le plan de la culture, en fait, quelle est votre chanson préférée? Parce que vous terminez vos discours en chantant. Ce n'est pas que j'ai une chanson préférée, ce n'est pas que je termine toujours en chantant, mais c'est qu'au niveau du village, il y a une chorale. Et comme il y a une chorale, les femmes ont l'habitude de chanter. Et moi, je retiens ce qui m'intéresse, c'est quand je termine le discours, ou bien dans l'intermède du discours, j'évoque ce qui peut être intéressant. Donc, je connais beaucoup de chansons qui sont intéressantes au niveau du village, notamment L'Homme Groupe, où je suis chef, ça m'intéresse. Ça ne pourrait pas être autrement, parce que je suis chef, donc ça m'intéresse, j'évoque souvent ça. L'offre aussi, où j'évoque souvent ça. Et il y a un autre intermède, ce que les gens souhaitent être, comment ils souhaitent se comporter. Où j'évoque, c'est les femmes qui savent bien répéter en fonction de ce que j'ai dit. Merci, Majesté. Pourquoi avez-vous initié le comité général qui siège une fois par mois ici à Chefferie-Bafin? Vous savez, avant, il fallait que le chef envoie les nouvelles par le biais des serviteurs, un peu partout. Exactement. Donc, de nos jours, ces serviteurs dévoués de par le passé ne sont toujours pas présents. Je peux prendre l'exemple de Diabungo qui est sur la photo là, qui a servi le chef pendant 4 générations. Son successeur n'est pas là. C'est-à-dire que tout ceci alors que son père avait fait ce travail toute sa vie. Ok. C'était aussi pour un besoin de communication. Voyez-vous, les gens sont regroupés aujourd'hui par association. Et association par quartier et autres. Les villages ayant beaucoup de quartiers, il fallait qu'on aille dans chaque association de quartier prendre 4 personnes. Et ces 4 personnes seront les représentants de ce village au niveau de la chefferie. Hormis les notables, parce que ce n'est pas tous les gens qui étaient des notables, ce n'est pas tous les gens qui pouvaient assister à des réunions ou confidentielles ou à titre indicatif à la chefferie en dehors des fêtes publiques. Alors, j'ai dit,
Ils se regroupent là une fois par mois. Si j'ai une communication à faire, je peux le faire là-bas et cela se répercute au niveau de tout le village. D'ailleurs, lorsqu'il y a tourné de prise de contact, que ce soit des sous-préfets ou du préfet, on commence d'abord par le comité. Et c'est déjà au comité que les gens prennent les invitations pour distribuer au niveau de leur quartier. Donc l'information va vite, sans pouvoir être payant, bien sûr. Bon, Majesté, comment revaloriser la danse cocon qui tend à disparaître? La danse cocon ne disparaît pas. Mais ce qui arrive, c'est que on le fait souvent, on danse souvent lorsque c'est un membre qui est décédé. C'est-à-dire que si vous ne faites pas partie des membres, on ne fera pas la danse cocon lors de votre décès ou lors d'une manifestation que vous organisez. C'est pourquoi vous tendez à croire que ça va disparaître. Non, ça ne peut pas disparaître. Les gens aiment bien danser le coco. Ah, ça, c'est très bien, Majesté. Que pensez-vous du projet du musée départemental de langue du Haut-Camp que le conseil régional a initié? Mais c'est fantastique. Vous avez dû écouter. Nous sommes le seul département à ne pas avoir un musée. Donc, si tout à fait par hasard, je dirais peut-être que c'est certain, si ce musée est réalisé, ce serait une fierté pour nous. Avec le soutien de monsieur le préfet l'actuel préfet du Haut-Camp, et je crois que ce musée va se réaliser. Parce qu'il a dit, il a commencé, il faut qu'il s'aboutisse. Merci, Majesté. Pourquoi, depuis 1995, le slogan ou le cri de ralliement de Bafang a-t-il évolué? Avant les funérailles de feu Dieu Gaston, qui fut notre père, je ne sais pas par quel miracle un buffet a été apparu dans cette chefferie. En 1995. Oui. Et quand le buffet est apparu, tous les gens fuyaient, on ne savait pas quoi faire. Finalement, nous avons saisi la gendarmerie, la population était en danger et c'est même le commandant de compagnie qui a abattu ce buffet avec le fusil. Et ayant abattu le buffet, bon, on avait essayé de partager la viande de ce buffet partout. Toutes les autorités de la ville à l'époque en avaient eu, ainsi que tous les chefs Jaco, parce que c'était une occasion assez spéciale. Oui. Et comme c'était, je dirais, un miracle, jusqu'aujourd'hui, on a plus eu de buffet. C'est pourquoi il y a eu un rajout des populations d'eux-mêmes ont rajouté cela parce que les gens pouvaient passer, je ne sais pas d'autres siècles passés sans avoir un buffle. Encore qu'il n'y a plus de forêt ici tout autour de chez nous, tout est cultivé, c'est des champs. Bon, c'est pourquoi il y a ce réagir de Mouna. Nous pouvons rappeler que le cri de ralliement de Bafang, c'est Mengo, et on répondait Jacques Meniki. Aujourd'hui, on a quitté Ngouna. Oui, exact, Majesté. C'est de ça qu'il est question. Nous allons passer maintenant aux activités dans les successions. Comment gérez-vous la succession dans vos sous-chefferies? De toutes les façons, que ce soit dans les sous-chefferies, que ce soit chez les notables, chez nous les Babilikés, enfin, ici tout au moins dans le groupement Bafang, devient successeur le fils du défunt. J'ai bien dit le fils du défunt, parce que de par la loi, tout fils ou fille peut succéder. Mais ici, chez nous, quand il s'agit de la notabilité, c'est particulièrement les hommes qui succèdent. Qui succèdent. Or, normalement, je n'interviens pas dans la succession.
Je le fais quand de manière spécifique, on m'a confié le successeur par le biais d'un testament. Alors, je peux éclairer la famille, je peux présenter dans le testament à la famille pour confirmer la succession. Mais en dehors de cela, je n'interviens pas dans les successions. Majesté, les concessions de certains grands notables ont connu d'énormes difficultés de succession. Comment éviter cela aux générations futures? Le monde, je ne sais pas si ça change, si ça évolue, ou positivement ou négativement. Lorsque vous dites certains notables, c'est assez vague. La majorité des notables, la succession se passe bien. Il n'y a pas de contestation. Mais au niveau de ce groupement, il y a eu des difficultés au niveau de deux notables importants. Mais tous les deux notables là semblent être du même côté. Il s'agit de Ouzeye Adokovi et de Georges dans le même secteur. Où qui a connu des difficultés. Des difficultés parce qu'au regard de la culture moderne, les gens ne veulent plus accepter profondément la tradition. Ils admettent leur position, peut-être qu'ils rapportent de la ville, peut-être ils ont étudié à l'école, et c'est ça qui bouleverse les choses. Particulièrement chez Feu Moutadi, où j'ai bien vécu les faits, où je pourrais dire que j'étais témoin oculaire. Avant le décès de Feu Moutadi, il avait laissé un prétendant à la succession. Il avait beaucoup de suspects, mais il avait désigné un seul, du nom de Gadju Paulin. Sur le plan traditionnel, à son décès, c'est Gadju Paulin qui devait soulever sa tête avant qu'on l'enterre. Et c'est ce qui avait été fait. Ce qu'il avait demandé, et c'est ce qui avait été fait. Issu de tous les enfants et de toute la famille. Mais un problème normal s'est créé. Pas au niveau de la succession à l'immédiat. On n'a pas très bien vu la concession évoluer après sa mort, avec Gadju Paulin. Parce qu'après sa mort, là, elle avait laissé, je me souviens, une pick-up et deux grandes plantations, à ma connaissance. Et d'année en année, même la pick-up avait disparu parce que c'était gâté, on ne pouvait plus réparer. D'année en année, même les récoltes au niveau de la plantation n'étaient pas suffisantes, par manque d'entretien. D'année en année, on n'a même pas vu une nouvelle peinture sur la maison qu'il avait construite. Ce qui fait que les enfants commençaient à se désintéresser et la concession était presque fanée. Et les enfants ont plutôt décidé d'opter pour un autre enfant qui paraissait plus brillant et plus intelligent à leurs yeux. Ils ont décidé de faire de lui leur successeur, sans dire jugement. Et ils ont donc commis l'irréparable. L'irréparable, c'est qu'ils l'ont amené dans la case sacrée.
et ils l'ont installé sur une chaise en disant que c'est lui leur héritier. Ils n'avaient pas qualité. Ça veut dire de le faire, mais ils l'ont fait. Bon, je ne peux pas te dire à coup sûr que c'est la foudre est venue de là, mais celui qu'on a installé comme héritier, je ne sais pas si on dit que le destin l'avait condamné, il est décédé. Quand il est décédé, Iran Paulin aussi entre-temps était décédé et avait laissé un successeur. Il a dit que c'est le dernier. Bon, comme Comment Foi Moutadi avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, c'était un homme presque à un certain moment donné, presque incontournable dans le groupement. Exact. Je ne sais pas, parce qu'il me souvient, si je me souviens, sont exacts, qu'il avait 11 femmes. Exactement. Vous voyez, ma femme était l'une de... Voilà, qui sortaient de différents groupements du département. Exact. Donc, alors, des problèmes dégénérés. On ne voulait pas qu'on fasse les funérailles d'un Gadji Paulin. De toutes les façons, moi j'ai décidé, selon la coutume, qu'on doit faire ces funérailles. Les autres enfants disent que dans ces conditions, ils ne vont pas participer. Mais j'ai fait le jour venu. Parce que j'avais à la parole, j'ai fait, d'autres n'ont pas participé, d'autres ont participé. Mais nous, on a désigné l'héritier qu'on nous a laissé, Gadji Paulin. Parce que je me souviens, c'est couché sur son lit d'hôpital qu'il m'a fait appeler à la mairie pour me dire qui sera son héritier. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais il a indiqué sa mère. Et je me suis renseigné pour tomber sur lui-même. Bon. Voilà. Je dis que les difficultés qui sont visées, c'est simplement parce que les gens n'ont pas voulu respecter la volonté du défunt. La concession Zégué, ou bien Zégué, c'était comme un très grand état, vous avez dit incontournable dans le mouvement Bafin à son époque. Aujourd'hui, cette concession est presque inexistante. La question est de savoir comment la société peut faire pour redonner vie à la concession Zégué. Bon, c'est une situation suffisamment difficile. Mais je peux faire une proposition. Ça dépend de la famille Zégué, pas de moi. Dans un premier temps, j'avais eu à lui dire, ceux qui se sont permis d'aller dans la case sacrée, sans autorisation, pour dire qu'ils vont installer leur nouveau chef de la famille. Et ils l'ont installé sur une chaise qui répare tout au moins ceux qui sont encore vivants. Parce que je connais que beaucoup d'entre eux ont été frappés. C'est-à-dire que de cette situation de ceux qui étaient là-bas. Pour faire les rites en disant qu'ils se sont trompés. Qu'on les excuse et que les esprits de la concession continuent à éclairer la concession. L'autre problème qui est difficile, c'est qu'on n'a pas quelqu'un sur place. Parce que vous avez contesté aussi le fils de Paulin. Le fils de Paulin aujourd'hui se trouve être en Inde. Majesté. Le fils de Paulin, le successeur se trouvait être en Inde.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais pas. Ah oui, vous avez chassé aussi sa mère de la concession. La concession actuellement. Majesté, je peux dire à Sa Majesté que c'est un petit-fils de la concession. Je ne suis pas petit-fils de la concession, un petit-fils. Donc, mais quand Oui, non, oui, non. Quand je dis vous, tous ceux qui sont liés, c'est-à-dire, dans Boufou, non. La concession, non. Même dans ma mise au Boufou, puisque tu poses la question, hein, il faut bien que je réponde. oui, Majesté. Puisque tu poses la question, cela veut dire que toi-même, tu peux aller voir les gens là-bas, tu peux négocier que c'est comme ça, que ça peut s'en sortir, qu'ils peuvent s'en sortir, et là où est sortie ta mère, que cela soit bien, que tu sois aussi bien, c'est tout. C'est dans ce terme-là que je te réponds, puisque tu as posé la question. Oui, Majesté. Donc, qu'ils se réconcilient avec eux-mêmes. Pour que les esprits des ancêtres entrent en eux et les aident. Sinon, ils sont partis très loin. L'exemple, c'est ici. On m'a désigné tout petit. À 10 ans, les gens étaient d'accord. Tout était détruit. J'ai fait tout le tour que j'ai fait, je suis revenu, non. Il n'y a pas de problème, je suis revenu. Mais si avec la guerre ici, je ne serais jamais revenu. Comme quoi, dans notre tradition, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Absolument pas. Merci, Majesté. Nous allons passer maintenant à vos activités sur le plan politique. J'ai quatre questions, peut-être pour te résumer. La première question, c'est depuis quand a commencé votre militantisme politique? Bon, la deuxième question, c'est votre militantisme politique vous a conduit à la mairie de Bafang comme maire titulaire et aujourd'hui comme conseiller régional de la Chambre des chefs traditionnels. Quel avantage peut tirer le VA Bafang de votre position au Conseil régional de l'Ouest? Troisième question, de la période de domination française sur le Cameroun, à ce jour, aucun sénateur et aucun ministre Bafang, qu'en pensez-vous? Et la dernière question, c'est que pensez-vous de la non-appartenance d'un chef traditionnel à un parti politique? Ok. Vers la première. Première question, Majesté. Depuis quand a commencé votre militantisme politique? D'abord, je commence à militer dans l'UNC, l'Union nationale camerounaise, quand je pars de l'école. En réalité, je ne me suis pas désigné de moi-même comme militant d'un parti politique. Celui et celle qui vient me voir, c'est feu Madame Tonton et le feu président Tchétché David, qui me dit qu'on ne peut pas faire des choses comme ça sans que je sois aussi intéressé, alors que tout est installé au niveau de mon groupement. Moi, j'ai d'abord dit non. Je n'ai rien à manger. Je ne vois pas comment je vais m'engager dans les histoires politiques. Ils sont presque passés à la menace pour que j'y adhère. Parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez bien, Bafang le Congo était sous état d'urgence. Exactement, Sa Majesté. La liberté n'était pas laissée aux gens comme aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent, d'aller où ils veulent. C'est finalement comme ça que moi aussi j'ai adhéré. Enfin, j'ai adhéré, j'ai acheté ma carte. Et quand on faisait la réunion, j'ai allé au suivi. Quand il y avait les fêtes, j'y allais aussi. C'est dans ce sens que j'ai milité dans le parti. Ensuite, votre militantisme politique vous a conduit à la mairie de Bafang comme maire titulaire et aujourd'hui comme conseiller régional de la Chambre des chefs traditionnels. Quel avantage de la Bafang peut tirer de cette position? Vous évoquez seulement deux positions, c'est-à-dire que celui du maire du conseil régional. Bien avant cela,
J'étais deuxième adjoint au maire. C'est ça, Majesté. 2 fois. Hein? Et après, déjà adjoint au maire 2 fois. Et j'étais maire par intérim. Oui. C'est-à-dire que vous voyez le futur. Et c'est en fin de compte que j'étais maire. Dans la patience, la persévérance. Voilà, aujourd'hui, à la sortie, je suis conseiller régional. Enfin, nous sommes parmi les tout premiers conseillers régionaux. Bon, vous dites les avantages que le village de Baffan peut tirer ou attirer. Le village de Baffan a attiré. Comme maire, j'ai bitumé 3 roues pour aller au stade. Ça, du Sangan du Gaston. Oui. 3 mois pour aller là-bas, voilà. Comme j'ai bitumé la roue pour venir à Dokovila. Voilà. Double sens. Double sens pour aller au marché. Les premiers double sens qui sont ici, d'autres n'existent pas. Vous avez déjà fait pour que vous puissiez tirer avantage de ces situations. J'ai bitumé la route pour aller jusqu'à la devanture de la Cora Manitou de Ghana. Tu pars là-bas même maintenant, tu vas voir. Ça s'arrête avec là-bas. Donc, si tu es un parfum et que tu es militaire là-bas, tu as tiré profit. Quand je suis allé vers Dokovi, je suis passé devant le foyer de Dokovi, vous tirez parti. Donc, quand vous allez là-bas, même s'il est plus, vous n'aurez plus de boue. Exactement. Au niveau de vos pieds. Donc, c'est à ce niveau que vous tirez profit. Mais au niveau du conseil régional, on pouvait tirer profit. Mais jusqu'à maintenant, on n'en tire pas. Ou tout au moins, pas assez. Parce que comment ça se passe au conseil régional? Par rapport au projet, il faudrait que vous puissiez étudier les projets avant de les déposer. La maturation de projets avant de les déposer au conseil régional. Vous avez quel fonds pour maturer les projets? D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai même écrit. Je ne dis pas que j'ai bien écrit à tous les bas-fonds, toutes les associations, même aux élus, là, j'ai écrit. Si on n'a pas lu dans votre réunion, j'écris. Parce que les gens ont souvent l'habitude de dire on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, et il n'y a pas de traces. J'attends. Oui, nous allons là. J'avais ouvert un compte là, j'étais on a participé là. Quand il y a des projets comme ça, qu'on le réalise facilement, on n'attend pas que les lits de Yaoundé parlent, les lits de Douala, avec tout ce que vous discutez souvent, ça prend du temps. Mais jusqu'ici, je ne vois pas de réaction. J'attends. La troisième question, Majesté, c'était de la période coloniale française sur le Cameroun. À ce jour, aucun sénateur et aucun ministre Bafa. Qu'en pensez-vous, Majesté? Je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais bien voulu que vous soyez ministre, que vous soyez des sénateurs. D'abord, ce n'est pas moi qui nomme. D'abord, ce n'est pas moi qui élis assez spécialement. Il faut que les gens se distinguent. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne dit pas, on ne distribue pas par village. C'est-à-dire que par village, il y a des gens qui sont efficaces, qui se distinguent d'eux-mêmes. Et comme ça, ils peuvent vraiment devenir quelque chose. Ou aussi qu'ils ont leur étoile qui brille, parce que tous les gens n'ont pas d'étoile. Je peux aussi te dire que il n'y a pas que le village d'Afrique qui se trouve à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'autres villages qui n'ont jamais rien. Mais nous, on se compare par rapport, ou plus par rapport à moi. Je n'ai pas dit de faire une comparaison. J'ai dit qu'il faut faire un effort dans la vie. Il ne faut pas se comparer à tel, mais il faut dire que je veux me développer. Je veux me développer, il faut absolument vous développer. Ce n'est pas une situation de comparaison. Chacun a sa destinée sur cette terre. Parce qu'au fur et à mesure, tu peux te comparer au plus fort et tu ne seras jamais rien. Parce que ça va toujours t'écraser. Mais si tu dis que je dois vivre, moi aussi je dois m'insérer dans cette société,
Tu vas te débrouiller. Je sais. La dernière question sur le plan politique. Que pensez-vous de la non-appartenance d'un chef traditionnel à un parti politique? Je suis vraiment... Cette situation-là me trouble. C'est souvent la question que les gens me posent. Oui, parce que... Mon papa m'a dit, mais fortement, tenter de vous convaincre qu'un chef ne doit pas absolument pas faire la politique. Qui doit faire la politique? Qui mieux qu'un chef doit faire la politique? Dis-moi. Dis-moi qui mieux qu'un chef doit faire la politique? Si j'ai posé cette question, c'est parce que... Non, je dis aussi que pourquoi... Non, nous sommes en train de discuter, même de dialogue. Dis-moi que toi-même, selon toi, là, ou que tu as entendu dire que et tu adhères. Non. Dans la société traditionnelle, c'est le chef qui est le patron de la politique dans le village. Donc, quand tu fais la politique, il n'est plus le patron politique. Paul Biya n'est pas le patron politique du pays. Est-ce que ça empêche que les opposants soient là en train de s'agiter alors qu'ils sont aussi des Camerounais? Bon. Pourquoi vous voulez qu'au niveau des chefs, parce que des gens entendant dire le chef va se discuter avec son administré, le chef va se discuter. Et d'ailleurs, même ce que j'ai fait par la politique, je n'ai jamais été face à un administré. Parce que l'administré n'a pas eu la carrure d'être candidat quelque part. Pour qu'on soit face à face. Si j'ai été face. Et je n'ai jamais embêté quelqu'un pour son opinion politique. Parce que c'est souvent ce qu'on dit, que si vraiment le chef de la politique, il va embêter celui qui ne sera pas de même bon politique que lui, non. Bon, mais oui. Mais je voudrais aussi exprimer la liberté d'un citoyen. C'est-à-dire que quand vous faire la loi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'adhérer où il veut. Le chef étant avant tout une personne. C'est un titre qui vient s'ajouter à lui comme un chef. Mais avant tout, c'est un être humain comme tout être humain. Donc, il peut prétendre ses droits à n'importe quel niveau. Et d'ailleurs, je dois te le dire. Lorsqu'un chef fait le commerce, il paie les impôts ou il ne paie pas. Il paie les impôts. Pourquoi? Il ne devait pas rester tranquille parce qu'il est chef. Aujourd'hui, on demande de payer l'IRPP. L'impôt sur les revenus de la personne physique. Le chef paye ou il ne paye pas. Pourquoi vous ne lui dites pas ne paye pas parce qu'il est chef? Bon. Et quand on paye les impôts là, c'est avec les ressources là qu'on fait les routes, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Et quand on va faire les routes, vous allez dire que non, le chef ne marche pas dessus. C'est seulement vous. Et quand il faut payer, vous dites que le chef doit payer. Il faudrait que vous soyez conséquent envers vous-même. En dehors de ça, je voudrais te dire, pour t'expliquer que le chef est une personne comme les autres. S'il t'est arrivé un jour de regarder un match de football au niveau de la télévision, c'est peut-être deux équipes européennes, comme les gens aiment parler de Real, de Madrid, de Juventus et d'autres, qui jouent. Tu ne t'es jamais déplacé. Tu ne connais particulièrement pas un joueur là-bas, à moins ce qu'on commande. Mais au fur et à mesure qu'on joue, ta tête balance, tu es assis chez toi. Tu es assis chez toi. Les gens, inéluctablement, ils loupent les buts. Soit ils shootent sa table sur les poteaux. Mais en fin de compte, on gagne une équipe 1-0. Tu dis, oh, si le tir là avait mis le but là, tu l'as mis sur le poteau, ce ne serait pas arrivé ici là. Ça veut dire que inconsciemment, tu avais pris parti. C'est-à-dire que tu étais supposé être neutre, parce que ça ne te disait rien, mais tu avais pris parti. Alors, vous dites que non, le chef ne doit pas prendre parti. C'est-à-dire que il doit être pour tout le monde.
Mais la contrepartie même, c'est quoi? Je te dis que personne ne peut être mieux politicien que le chef. Parce que de par le passé, c'est le chef qui faisait la politique pour avoir des alliances avec d'autres villages. C'est lui qui faisait tout, c'est lui qui ordonnait la terre pour que les terres du village soient là. C'est lui qui faisait Oui, c'est tout. ce que j'ai dit que le chef était le patron de la politique dans le village dans le passé, majesté. Mais ça ne fait rien. On était le patron dans le village par le politique par le passé. Il y avait le parti unique. Il y avait le patron. Maintenant, les partis sont diversifiés. Il faut bien se positionner quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il chasse un citoyen ou un administré du village ou pour des raisons politiques qu'il condamne. Il y a beaucoup de partis là. Est-ce qu'on a mis les gens là en prison? Comment vous dites qu'ils ne doivent vraiment avoir ceci? De toutes les façons, même s'ils ne devraient pas avoir, même s'ils ne devraient pas votre sentiment, il fallait que vous dites que voilà telle compensation. C'est vous qui m'achetez une voiture pour marcher. Vous m'avez acheté un vélo. Mais bon, peut-être que quand j'étais maire, j'avais la pick-up de la mairie, non. J'allais partout, non. Mais comme chef, j'ai ça. Comment vraiment, je ne sais même pas comment vous racontez n'importe comment. Bon, nous allons passer au rapport de Sa Majesté avec certaines personnalités. Avez-vous déjà rencontré le chef des chefs, le président Paul Biya, et à quelques occasions, Majesté? J'ai rencontré le chef Paul Biya 2 fois dans ma vie. D'abord au palais de l'unité. On avait invité 6 chefs dans le département au palais de l'unité. Et j'étais parmi la délégation des 6 chefs. Donc, quand il y avait la crise de la faim, là, à Yaoundé, nous sommes allés à Yaoundé les rencontrer au palais même de l'unité. J'étais là, parmi la délégation qui a rencontré. La deuxième fois, c'était à Bafoussam. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait fait le discours en disant le Cameroun sera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Exactement. On l'a rencontré aussi à la résidence présidentielle. Enfin, je ne sais pas par quel âge. On a désigné ceux qui devaient rencontrer le président de la République. J'étais parmi. Ok, ça c'est bien. Voilà, 2 fois. Majesté, quels ont été vos rapports avec l'ancien ministre? Oui, le vice-premier ministre Giné Michel était pour moi comme un mentor. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu faire la seconde, la première en continuant, parce que quand j'avais eu le brevet, les Bafars eux-mêmes, ils disaient que j'étais au top niveau. C'est-à-dire que je devais revenir devenir chef. De toutes les façons, si je continuais pour m'instruire davantage, je ne devais qu'emmerder. Quand je chef, ils n'avaient pas vu plus que le bout de leur nez, je pourrais le dire. Donc, avant qu'il soit ce mentor, c'est simplement parce qu'il était d'abord l'ami de mon père, de par le passé. Il a été avec mon père à l'école régionale de Tchang, à l'époque. Donc, c'est comme ça que je le connais après. C'est moi qui ai cherché à le connaître. Et je l'ai rencontré. Oui, non, c'est moi-même parce que l'histoire, elle est assez palpitante. L'histoire de sa connaissance. Oui, c'est important, Majesté. Voilà comment je le connais. J'avais seulement entendu qu'il était l'ami de mon père. Et je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Parce qu'à l'époque, on m'avait dit qu'il était aux Nations Unies. Et il avait demandé à mon oncle, le représentant de l'équipe, veut prendre le successeur de son ami. On a dit non. Quand il était encore aux États-Unis, quand il était aux États-Unis, on a refusé. Quand j'ai eu vent de cette histoire que je fréquentais, je ne le connaissais pas. Je passe dans le brevet.
on me dit qu'il est ici. Et je vais aux relations extérieures à Yaoundé. Je voulais le rencontrer. Comme il y a un gendarme, il y avait un gendarme en bas, je demande au gendarme que je veux rencontrer l'ambassadeur Giné Michel. Et l'ambassadeur, le tir a dit qu'il n'est pas là. Bon. Comme c'était un boulot, après, il dit à quelqu'un à côté en boulot. Comment? Je ne sais pas ce que ce petit-ci cherchait. L'ambassadeur Giné Michel vient de passer là. Il ne voit pas rien. C'est à moi qui viens demander, il me fait le problème. Et comme je comprenais boulot, j'ai donc suivi. Mais j'ai vu aussi l'homme qui venait de passer. J'avais remarqué. Je suis resté. Quelque temps plus tard, lorsqu'il est donc redescendu, je suis allé vers lui en patois. J'ai dit, de là à pas Giné. Je lui ai dit donc que j'étais le fils de Gadou et Gaston. Il m'a donc embrassé, mon fils. Depuis, j'étais passé. C'est comme ça que ma pris, on est parti même chez lui et tout ça, j'ai pris qu'on entend de lui. En rentrant de Yaoundé, c'est lui qui m'avait donné l'argent pour payer la pension. Pour payer la pension? Oui, je l'avais pas. Vous connaissez un loin de Bafou? Oui. Je n'avais pas. Donc c'est comme ça que je le connais. Et dès lors, on est resté en contact. Mais entre-temps, on l'avait enlevé des Nations Unies. C'est-à-dire que tout ceci, c'est donc c'était cette situation-là. Merci, Majesté, pour cette... Dans lors de l'Assemblée générale annuelle des évêques du Cameroun à Bafan, le cardinal Christian Toumi, les archevêques et les évêques du Cameroun avaient visité la chute de la moins que un lieu mythique pour les Bafans. Qu'en pensez-vous, Majesté? Oh, si l'Église elle-même reconnaît ce que nous avons toujours reconnu, c'est-à-dire que nos sources, ce n'est qu'une bonne chose. On ne saurait être indifférent à ces gestes qu'ils ont fait. Donc, c'est un patrimoine à préserver. Mais déjà, la chute est une situation reconnue par le ministère du Tourisme. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, l'État a pris en charge. D'ailleurs, à côté de la chute, l'État avait même envisagé, conçu quelque chose. On a même commencé. Ce n'est pas fini, mais on doit le préserver. Mais ça sera toujours là. Puisque les gens viennent faire du sacrifice, les gens viennent de tous les horizons faire du sacrifice là-bas. Exact. Ouais. J'en ai vu. Voilà. Donc, si vous y allez maintenant, vous allez boire de l'huile, du sel, de tout, de tout. Les gens viennent faire des incantations. Nous allons passer aux activités Njiako. Qu'est-ce que le Njiako, selon vous, Majesté? C'est une famille. Njiako est une famille de 5 villages, dont Babou Tchaniche, Bafan, Baboni, Babouche, Bakongé. C'est une famille, c'est tout. Mais il me souvient que certains fils Bafan sont partis dans l'arrondissement de Kempo créer un village Chumbu. Leur cri de ralliement, c'est les Chiako, ils répondent Mouti. Ils continuent ça carrément. Ils prétendent être ceci de la famille de Chiako. Bon, la deuxième question concernant le Chiako, que pensez-vous du mariage de Chiako? De toute façon, dans la famille Chiako, en général, il y a des gens qui se marient. Il y a des gens qui ne se marient pas. Si une fille est balak, je peux l'épouser. Si elle est bâchue, je peux l'épouser aussi. Non plus, il n'y a pas. On demande seulement que ce soit que la souche royale. Ok. Qui ne se marie pas entre elles.
C'est ça, Mais le nom autre. C'est cette bonne précision-là, c'est très bien, Majesté. Pas les gens confondent, parlent d'un mélange. Mais Alors que, lui montre aussi là, non. oui, Majesté, À lui, mais ce canon. il n'y a pas, Majesté. C'est-à-dire que je veux vous dire dans des exemples et des preuves concrètes. Alors, vous pouvez possible faire. Le 27 juillet 1995 a été légalisée la fondation JACO du Cameroun, qu'on appelle FONJACAM. Et son premier congrès s'était tenu ici à la chefferie Bafang du 3 au 4 novembre 1995. Puis, plus rien. Que pensez-vous de cette FONJACAM? Non. Nous avons quelqu'un qui a avancé FONJACAM, qui a eu cette florette. Elle doit être, elle doit être maintenant aux États-Unis. C'est-à-dire tout ça. Le problème, si c'est posé, c'est que dès le départ, on s'était dit que FONJACAM siège 2 ans. Dans une chefferie et l'autre année, il va dans l'autre chefferie. Bon, on a saisi ici. On n'a pas continué ailleurs. Théoriquement, on devrait aller à Babonné. À Babonné? Oui. Pour continuer comme ça, pour faire le retour dans tous les autres chefferies. Bon. Beaucoup de problèmes se sont proposés, se sont passés là en dessous. D'autres ont dit le cadre de réception, d'autres ont dit l'état de la route, d'autres ont dit, je ne sais exactement pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui signifie qu'il faut relancer le projet. Mais il faut qu'elle soit là, elle a tous les documents. De se poser comme elle est. Donc, c'est un appel à Mme Gakou-Tourette. Donc, la dernière question, c'est comment les JACO peuvent-ils valoriser l'unité administrative que l'État a donnée, à savoir l'arrondissement de Bafang, puisque les JACO, c'est l'arrondissement de Bafang. Je ne sais pas comment ils parlent de valoriser. Eux-mêmes, ils sont déjà en train de valoriser leur secteur. C'est-à-dire que pour le développement de leur secteur, ils font tout. Il faut aller dans les villages, les gens se construisent, les gens investissent, les gens font beaucoup de choses. Et ici, à Bafa, où c'est le centre, c'est une concentration humaine. Les JACO sont là, indépendamment des JACO, même beaucoup de gens de département et des gens qui viennent d'ailleurs. Tu as suivi dans mon discours, je disais tantôt que nous sommes un groupement cosmopolite. Donc tout le monde est installé là. Chacun fait de son mieux pour que cela avance. Ok, merci Majesté. Nous allons aborder un autre point, à savoir les activités. Quels sont les rôles du chef traditionnel? Une autre question, quels sont les attributs du pouvoir royal du Bafang? Ensuite, quels sont les rapports du roi avec ses notables? La dernière question, comment se fait l'attribution des titres de noblesse? La première question, quels sont les rôles du chef traditionnel du roi? Bon, l'administration dit que le chef est une courroie de transmission entre l'administration et ses administrés. Mais en dehors de ça, il y a des rôles administratifs. Comme moi maintenant, je suis officier d'état civil, il y a un centre d'état civil ici, où moi-même je suis officier. Donc, par conséquent, je célèbre les mariages, j'établis les actes de décès, j'établis les actes de naissance. Les gens qui sont nés dans la configuration que l'administration m'a confiée. C'est-à-dire que donc j'établis, donc il n'y a pas de problème, je joue ce rôle-là. Et aussi le rôle de développement. Parce que tu as tantôt, quelque part, tu parles du comité de développement, c'est ce qui était le moteur, le pivot du développement dans n'importe quel groupement. C'est lui qui pensait aux routes, c'est lui qui pensait aux écoles, c'est lui qui pensait à n'importe quoi et où le placer. Parce que ce n'est pas évident aussi. Vous pouvez vouloir placer une école, mais vous n'aurez pas la terre. On vous laisse même le choix de négocier, vous négociez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok. Donc, quels sont les attributs du pouvoir royal Bafang?
Vraiment, je peux vous dire que nous, c'est le même bataille que nous sommes en difficulté. Quand tu parles même de la chefferie, je dirais que si je n'étais peut-être pas vivant, on ne parlerait même pas de la chefferie. La chefferie était déjà perdue parce que pour les attribuer, tout dire. Dès qu'on a brûlé la chefferie, dans les années 1960, on a tout brûlé. Et je n'ai rien trouvé, même pas une cuillère, même pas un bic. Lorsqu'on a tout brûlé, c'était la débandade. Je sais que c'était presque à la veille de l'indépendance. En ce sens, le 19 avril 1960, que voilà. La chefferie a été incendiée. Voilà. Il n'y avait même pas encore de structure. Comme on voit le sous-préfet, le préfet camerounais, ça n'existait pas. Donc, on recommence aujourd'hui comme ça à zéro. Tout. Les souvenirs, je suis pourtant à la 12e génération, les souvenirs, d'abord, quand vous regardez les photos, quand tu vois des photos là, tu ne vois pas ces affaires-là. Tu ne vois pas la case en pas ici. C'est-à-dire que quand tu regardes là-dedans, c'est comme si la cheville commençait à mon existence. Quels sont les rapports du roi avec ses notables? Mais les rapports, vous savez la situation des notables. La situation des notables, on a beau parler, c'est comme les militaires vis-à-vis du président de la République. On dit quoi? Honneur et fidélité. Quand vous dites les notables, c'est comme s'ils avaient une partie et le chef une autre partie. Non. Ou bien c'est comme les ministres et le président de la République. Bon, comment se fait l'attribution des titres de noblesse? Bon. Avant, on pouvait faire la guerre. Et vous vous distinguez au niveau de la guerre par votre bravoure. Et on vous donne un titre. Avant, vous pouviez avoir beaucoup de femmes et avoir beaucoup d'enfants. C'est une grande concession. Et on vous donne un titre. Parce que était puissant de par le passé, celui qui avait un grand nombre de toits de cases dans sa concession. Et un grand nombre de toits dans la concession supposait les femmes et les enfants. C'est l'être humain qui était le capital le plus important. D'ailleurs, c'est pourquoi Django avait 11 femmes. C'est-à-dire que donc il faut voir sa carrière. Parce qu'on s'est dit que quoi? Que si on devait simplement chercher du bois pour venir à la chefferie, vous, ayant 11 femmes, si chaque femme apporte un seul fagot, ça ferait 11 fagots. Ce serait différent de celui qui a une femme qui apporte un fagot. Donc, vous avez beaucoup plus de considération. Mais de nouveau, les choses ont évolué. Vous pouvez être un général d'armée, mettre beaucoup d'enfants du village dans l'armée. Le chef vous donne un titre. Le chef vous donne même un titre parce que ce que vous occupez comme rang dans la société ne permet plus que les notables viennent parler dedans et que vous restez dehors. On vous donne un titre pour permettre d'entrer dans cette confrérie-là. Et quand on parle des problèmes du village alors que vous-même vous êtes là. Vous pouvez simplement être économiquement bien posé. Alors, on a les soucis, même comme on a les soucis du sceptique là depuis, vous venez construire 6 salles de classe, on va vous donner un titre. C'est-à-dire que pour les enfants du village, ça fera le renom là-bas, on va vous donner. Vous n'avez même pas besoin de négocier. C'est-à-dire qu'on voit par le travail que vous avez effectué là-bas. Donc c'est ça, il faut que vous vous distinguez pour avoir le titre, c'est simplement ça. Nous avons un point très important, les élites et le développement du village Bassam.
j'ai trois questions à ce niveau. Pourquoi le village Bafang ne dispose pas d'un comité de développement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, que pensez-vous du rôle joué jusqu'à présent par les élites Bafang? Et dernière question, quel état des rapports du roi Bafang avec ses élites? Première question, pourquoi le village Bafang ne dispose pas d'un comité de développement? Bon, vous savez que quand la ville s'installe quelque part, c'est un avantage, mais ça constitue aussi un défaut. Pourquoi? Dans les autres groupements en arrière-plan, c'est le comité de développement qui fait le comité de développement qui tire la lumière pour venir au village. C'est le comité de développement qui construit les écoles. C'est le comité de développement. Mais nous avons tenté ici de créer un comité de développement, malgré tout ça, pour l'arrière-plan. À l'époque, c'était moins d'Alphonse qui devait être président. Mais le mot élu là que vous évoquez souvent et que cela embête parce que je ne vois vraiment pas. Les gens disent non, il faut laisser la population tranquille parce que chacun devait cotiser les 1 000 francs pour qu'on aboutisse. On va donner 15 000 francs chaque année qui est donné là par élite et on pourra réaliser les projets. Pas forcément, je n'ai pas cru que les élites ont cotisé. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué par là le comité des élites. Et le comité de développement, ils ont bloqué par là le comité de développement. Le comité de développement n'a pas beaucoup prospéré et ne prospère pas beaucoup chez nous. Comme la vie s'est installée chez nous, c'est la mairie qui fait les routes. C'est l'État qui tire la lumière. C'est-à-dire qu'on tire partout. Finalement, on n'a presque pas vu l'importance. Et si l'importance même existait, tu devais pour aller travailler dans les quartiers comme Fampi, comme Bala, comme Couture et autres, que les devais pris pour travailler au centre. Donc, voilà le problème. Que pensez-vous du rôle joué jusqu'à présent par les élites Bafang? Monsieur Nicolas, oui, je sais. Toi-même qui prétends être une élite, vous avez déjà joué quel rôle? On a installé une lampe solaire ici à la chefferie. 60 ans. 3 lampes. Ok, je voudrais dire que je ne sais pas. Il y a peut-être ceux qui avaient voulu installer 3 lampes solaires ici, ou qui avaient installé le lait de Yaoundé. Je me souviens, ma mère se m'a appelé au téléphone de Yaoundé pour me dire quelle position. Bon, ici, il n'y a que les 3 lampes solaires là que moi je connais jusqu'à nos jours. Et même ça ne fonctionne plus. Il n'y a rien qui fonctionne de ça. Ça demande l'entretien, Ah, mais vous avez mis un budget pour l'entretien. Si tu te souviens que vous avez mis... On m'avait seulement appelé pour dire que je montre là où on va positionner ce que moi j'avais montré. Mais rien ne fonctionne. C'est devenu qu'aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte de ça. Je sais qu'au niveau des élites, ce que vous avez eu à faire, c'est que quand il y a manifestation ici, manifestation de quelque chose, vous cherchez une petite contribution que vous envoyez, c'est-à-dire que de manière essentiellement temporaire. C'est-à-dire temporaire. Mais il n'y a aucune case ici construite par les élites. Il n'y a rien fait par les élites. Si je dois marcher avec le vélo, c'est moi qui achète. Je ne vois pas vous ne pouvez pas faire des prétentions sur quoi que ce soit ici. Là. Et en dehors d'ici, non aussi ailleurs au niveau du village. Parce que j'ai connu un village où une élite est venue construire 9 salles de classe à l'école primaire. Équipées. Je ne veux pas seulement donner son nom,
mais je connais bien qu'il est élite. Et déjà, le terme élite pose problème. C'est-à-dire que dans ma tête, parce que ici, quand quelqu'un est diplômé, ou s'il a une licence, ou s'il est fonctionnaire, ou s'il est quoi, il est élite. S'il est enseignant, ou s'il est quoi, il est élite. Est-ce qu'on a des élites? Nous avons des élites que Sa Majesté devrait mobiliser pour le développement du village. Non. Nous avons une centaine d'élites. Non. Dis-moi une élite. Une seule. Le président général des élites, c'est une élite. C'est ça. D'abord, une élite, peut-être que je me trompe. Je peux me tromper. Une élite, c'est quelqu'un qui a excellé pour quelque chose. C'est-à-dire que déjà là, qui s'est distingué, c'est-à-dire que pour quelque chose. Si c'est déjà distingué, pourquoi? Dis-moi, à ta connaissance. Nous disons que le message est passé. Non, ce n'est pas que c'est passé. Voilà, je vais te citer le cas on dit une élite. Je cite le babonnet là qui fait le carburant et qui met le nom babonnet partout, Yaoundé partout là. Ça c'est vrai, ça c'est une élite. Et porter le village d'ailleurs. C'est ce que je veux vous dire. Je ne dis pas que vous ne vous débrouillez pas, vous vous débrouillez. Mais on a dit que vous êtes l'élite. Vous avez peut-être l'arrêté du préfet qui dit que vous êtes l'élite, mais c'est rien. Moi-même, je ne trouve pas une importance capitale là-bas dessus. Une élite, c'est-à-dire que vous dites que vous avez une centaine d'élites. C'est une programmation de ce que vous allez réaliser chaque année dans tel point, dans tel secteur, dans tel secteur. Beaucoup de gens sont dans la centaine d'élite là. Si tu leur poses la question de dire, définissez-moi les différents quartiers de Bafang, je ne sais pas. Vous dites qu'il y a une élite de ce machin, non. Moi, ça va faire la fusion. L'incendie, les différents incendies dans la chefferie Bafang. En 1912, il y a eu l'incendie de la chefferie Bafang. En 1918, la chefferie Bafang était encore incendiée. Et le plus grand incendie, c'était en 1960. Que pensez-vous de l'incendie de la chefferie Bafang dans la nuit du 9 avril 1960 et les dommages collatéraux, dont la mort du roi Ganju Gaston, votre père, le 29 avril 1962, soit 2 ans après l'incendie? Donc, moi je dis que tout ce qui nous est arrivé là, c'est vraiment regrettable. Si on n'avait pas eu ces difficultés, nous ne serons plus au niveau d'aujourd'hui. Allez. Ok. Je dis tantôt que la chefferie était complètement rasée. On commence à zéro. La chefferie n'a jamais rien eu auparavant. Parce que quand je prends le carnet des chefs établi par les Français, à l'époque de mon grand-père, les Français avaient écrit les chefferies conçues en matériel provisoire. C'est qu'on mettait les pliquets et on mettait les pailles. Donc ce n'était rien sur le blanc. On mettait situation de fortune, mais gelée. C'est-à-dire que donc, il ne faut pas que vous regardez comme ça, comme vous regardez là aujourd'hui. Donc, il n'y avait jamais rien. C'est-à-dire au même du temps là, parce que même quand on veut ici, quand le notariat fait que chacun dit son invention de sa part, ce qui est écrit. C'est-à-dire que, donc, il n'y avait rien. Bon, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053,
On a eu la malchance. Peut-être c'est la malchance. Peut-être c'est notre bonheur. Qu'on ait tout détruit pour qu'on tente avec la dernière énergie à reconstruire quelque chose. Parce que peut-être la rue va te dire, nous serons restés toujours dans ce bassin en pareil la vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en voulant considérer qu'il y a quelque chose. Je dis que c'est regrettable et normalement on devait nous aider. Mais je pense que du coup, comme nous avons vu dans les années 1960, que ce serait le dernier. Parce que pour les difficultés de la chefferie là, et que la chefferie va aller grandissant. Ok, merci Majesté. Chaque homme a des événements heureux, des événements malheureux. Je ne sais pas si la Majesté peut nous éclaircir quelques événements heureux. Mais je suis quand même devenu mère, c'est pas rien. C'est-à-dire, je suis père de famille, c'est pas rien. Vous avez des enfants. J'ai des enfants aujourd'hui où certains peuvent être classifiés comme des élites. C'est-à-dire que ceux qui prétendent être élites là, peut-être qu'ils ne sont pas autant placés que mes propres enfants. Ça fait une joie personnelle. Il me souvient que une fois vous avez accueilli ici au Palais Royal 13 ministres d'un coup. J'ai 13 ministres. J'ai accueilli l'ambassadeur de France ici même. D'autres qui sont là. Beaucoup de gens, beaucoup de personnalités sont arrivées. Je ne cite pas les gouverneurs et le préfet que j'ai reçu ici dans cette chefferie. Donc ils doivent avoir le souvenir d'ici. Parmi les événements malheureux, est-ce que vous avez quelques événements malheureux? Oui, ma mère est décédée quand j'étais ici, ça m'a fait beaucoup mal. Parce que je m'oublie jamais, ça m'a fait beaucoup mal. Parce que elle est décédée au moment où je pouvais puiser de l'eau et lui donner. Ah bon, c'est passé, c'est vraiment malheureux. Vraiment de quelqu'un tellement cher. Vraiment, ça m'a beaucoup amédé au courant de ma vie là. Nous allons terminer par les perspectives. Nous voulons savoir que souhaitez-vous pour la Bafan sur le plan démographique, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Déjà que je veux que les Bafans soient unis. Je veux aussi que vous donnez les enfants, que vous soyez nombreux. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, vous dites que vous avez chacun a 2 enfants, l'autre a 3 enfants. Vous croyez que la nature, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont perdre. Alors, si vous faites comme ça, on va disparaître ici. Il n'y aura plus le Bafan, tu sais, le Bafan même ici, là, tu ne trouves pas. Non, il faut bien que vous envisagez ça. La natalité. Oui, peupler le village. Mais aussi une natalité responsable. Puisque lorsqu'on fait seulement des enfants, on ne peut pas les soigner quand il y a maladie, de tout ceci. C'est un problème. Et sur le plan culturel, mais il faut aussi que vous vous appropriez de la culture du village. Vous ne faites pas les associations, vous dites que vous êtes moderne. C'est parce que dans le vieux Bafan, je ne vois pas des associations traditionnelles comme ça se fait dans d'autres groupements. Vous ne voyez pas quoi? Ailleurs, il y a les associations des initiés. Oui, les enfants des initiés. Non, pas forcément des enfants, mais il y en a ici. Bon, je parle que des funérailles. Si tu pars à Bachela, il y a des groupes spécialisés seulement pour faire les funérailles.
Tout taper le tam-tam là. tam-tam. C'est-à-dire que tu lors de cela, tu débatches, tu pars à Fampu. Il y en a. Tu pars de Fampu, tu viens ici à Guéchi. Vous ne voyez pas. Au niveau du comité là, il y a un responsable des associations culturelles. C'est-à-dire que même s'il y a la chorale là, c'est lui qui me dit, il y a la chorale de Bako, le chorale de ceci, mais on m'unit pour faire un petit comité de chorale. Ils viennent même ici apprendre à chanter. Ok, là c'est très bien. Et sur le plan économique, que souhaitez-vous? Il faut que les gens travaillent. Le travail, Ouais. D'accord. Non, il faut absolument que les gens travaillent, qu'ils se débrouillent. Parce qu'on a une maladie. Dès que quelqu'un a sa case, il croit qu'il est déjà suffisant. Hein? Il ne peut plus prospérer. Alors qu'il faut avoir 10 cases, même à Yaoundé, pour être certain que même si la route vient à passer, il va te rester quelque chose. C'est ça. Et sur le plan social, qu'est-ce que vous demandez aux Bafans de faire comme ceci? Oh, il faut cultiver l'amour entre les Bafans. Il faut cultiver l'amour entre les Bafans. Oui. Ils n'ont pas suffisamment. Oui, il faut cultiver ça. C'est important. Et sur le plan organisationnel? Bon. Il faudrait qu'on revoie ça parce que les Bafans n'ont aucune caisse fonctionnelle. C'est-à-dire que le moyen à avoir des moyens économiques pour intervenir pour une situation donnée. J'avais déjà dit quand vous parlez des élites, c'est-à-dire que normalement aujourd'hui, il faut les enfants formés. Que les élites aient une caisse de manière à soutenir les enfants qui sont brillants à l'école, mais malheureusement qui n'ont pas de parents assez économiquement posés pour le proche avenir. Qu'on les envoie à l'école, qu'on les envoie même à l'étranger, si le besoin se fait sentir. Et sur le plan du voisinage avec les autres chefferies, ici, nous avons eu à évoquer ce problème de Covid. Bon, moi, je dis que je n'ai pas de problème. Même le problème de Covid, là, ce n'est pas avec Baboucha qu'on a les problèmes. Je dis toujours que vous enlevez ça à la tête. On a des problèmes avec l'administration qui a sorti un arrêté. Est-ce qu'avant, il y avait un problème? Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un problème de guerre ou de lutte avant qu'on dise que c'est Baboucha? C'est un arrêté. Un arrêté suffisamment vicieux. Moi, je dis ça, je dis ça même. Un arrêté suffisamment vicieux. Je me pose la question, pourquoi il y a eu cet arrêté alors que le chef supérieur même n'est pas là? Alors que habituellement, quand on passe faire les consultations, le chef supérieur est là avant qu'il en sorte quelque chose. Bref, nous restons à l'écoute de l'administration. Nous avons dit ce qu'on a dit, on réitère, on attend. Bon. Au niveau de notre voisin du Nord, notre voisin du Nord, c'est-à-dire du côté de la chefferie, le voisin qui pose des problèmes, c'est la chefferie Banca. Est-ce qu'on a des problèmes avec Banca? On n'a pas de problème. Pourquoi vous trouvez qu'on ait des problèmes avec Banca? Parce qu'il nous revient qu'il y a eu des tentatives de perturbation de tunnels là-bas. Moi-même, j'étais là, non. Moi-même, j'étais assis. Ce n'est pas que vous revenez, vous écoutez. Il n'y a pas de problème avec Banca. Et il ne devrait pas avoir de problème avec Banca. Parce que, voyez-vous, l'administration, c'est-à-dire qu'avant, quand les chefs discutaient les terres, c'était soit les terres inoccupées.
où on pouvait cultiver de la nourriture dessus et manger. C'était des terres où occupées et on devait payer les tickets d'impôts que le chef ait des ristournes. Mais aujourd'hui, le chef n'a plus ces ristournes. Les tickets d'impôts n'existent plus. Du fait de l'administration a déjà séparé. C'est la ligne. Nous vivons comme c'est que les gens. S'il y a des gens qui peuvent se disputer aujourd'hui, ce seraient les maires. Parce qu'ils doivent percevoir les impôts chez les commerçants là-bas et savoir développer leur commune. Ce n'est plus les chefs, c'est au-delà des chefs. Majesté, je vous remercie beaucoup parce que nous sommes arrivés ainsi presque au terme de notre entretien. Ok, je vous remercie, Dr Nicolas. Merci, Majesté. Merci beaucoup. Les réponses de Sa Majesté à mes questions ont été au-delà de mes attentes. Il a répondu à toutes les questions. Il est au-delà de ce que j'attendais. Merci.